9h30 ici à Paris, 6h30 à Conakry. À la une de votre journal, Édouard Dupénois, des scènes de liesse dans les rues de Conakry alors que des dizaines de prisonniers sortent de prison. À 79 précisément, hors les murs de la prison civile de Conakry, fruit de plusieurs jours de négociations avec les nouvelles autorités militaires. La situation guinéenne au menu d'un sommet virtuel des chefs d'État de la CEDEAO. La communauté ouest-africaine pourrait engager cet après-midi des sanctions, au moins économiques, après ce coup d'État. Au Mali, 5 mois que notre confrère Olivier Dubois a été enlevé à Gao dans le nord du pays. Toute la journée, RFI diffuse sur ses antennes des messages de soutien de ses proches en espérant qu'il pourra les entendre. Et puis de la Gambie à l'Afrique du Sud, la justice en peine. À Banjul, les éventuelles poursuites contre l'ex-président Jammeh pourraient ne jamais avoir lieu sous prétexte d'une alliance électorale. En Afrique du Sud, le dernier suspect de la mort d'Ahmed Timol meurt avant son procès, le militant anti-apartheid défenestré en 1971. La libération de détenus guinéens n'était qu'une rumeur et qu'une annonce. Depuis le coup d'État de dimanche, elle est devenue réalité hier soir. Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants à Alpha Condé sont sortis de la prison civile de Conakry sous les vivas de la foule. Parmi les prisonniers les plus emblématiques, citons Abdoulaye Ba de l'UFDG, Étienne Soropogui, Ismaël Condé, ou encore le porte-parole de l'ANAD, cette vaste alliance politique soutien de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Reportage à leur sortie de détention, Mokhtar Ba. Liberté, 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 liberté. Après le rendez-vous manqué de lundi, hier mardi fut la bonne. En début de soirée, Abdoulaye Ba de l'UFDG et ses compagnons d'infortune franchissent un à un le portail de la prison civile de Conakry. Content de vous retrouver hors de cette prison, Abdoulaye Ba. La liberté n'a pas de prix. Nous sommes libres aujourd'hui. C'est une nouvelle naissance quand on quitte la prison. C'est une joie d'être parmi les siens. J'estime que c'est une épreuve dans ma vie et par conséquent, je n'ai une haine contre personne. Ismaël Condé, incarcéré par le régime déchu, félicite les nouvelles autorités auxquelles il demande de faire rêver la Guinée. Nous espérons que les autorités militaires sont venues avec des bonnes intentions. Nous voulons leur croire de ces bonnes intentions que ce départ soit une nouvelle ère enfin pour la Guinée. Que au moins ce carrefour que nous tendons vers ne soit pas encore un rendez-vous manqué pour l'histoire. Nous devons croire à eux, croire à la Guinée et croire enfin à une Guinée libre, démocratique et prospère. L'imam de Wanindara, Elhadj Abdoulaye Baldé, écroué depuis octobre 2020, formule des vœux et des prières pour le succès des nouvelles autorités militaires. Nous sommes très contents de l'armée guinéenne, nous sommes très contents de colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. Nous prions Dieu, que Dieu les montre le bon chemin. Tout cela s'est déroulé sous la supervision des colonels Bala Samoura et Moussa Kekboro Kamara, tous deux membres de la nouvelle junte. Mokhtar Ba, Conakry. Quant au célèbre militant Fonike Mengue, lui aussi est formellement libre. Il est sorti de l'hôpital hier soir. Invité du service Afrique de RFI ce matin, l'écrivain, militant, opposant à Alpha Condé, Tierno Monenembo, qui estime à notre micro que le lieutenant-colonel Doumbouya peut inscrire son nom dans l'histoire de son pays, à condition d'organiser une transition civile apaisée. Faute de quoi, estime l'écrivain, il finirait dans la boue. Entretien complet sur RFI.fr. La prise de pouvoir par les militaires dimanche était le fait des forces spéciales. Mais hier, les différents corps de l'armée, armée de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ont officiellement fait allégeance à ces nouvelles autorités. Et tout cela lors d'une grande réunion au camp militaire Samori Touré, le siège du ministère de la Défense et de l'état-major général. Enfin, peut-être aujourd'hui, une réaction commune ouest-africaine à ce coup d'État guinéen. La CEDEAO se réunit virtuellement cet après-midi pour décider de probables sanctions économiques, comme elle l'avait fait pour le Mali. La communauté ouest-africaine, dont une délégation vient par ailleurs de terminer 3 jours de mission au Mali, justement. Elle salue le fait que Bandao et Mokhtar Wane, ex-président et premier ministre de la transition, soient de nouveau libres de leur mouvement. Mais elle s'inquiète aussi. Les mois passent et le délai pour organiser les élections présidentielles et législatives se raccourcit, Magali Lagrange. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO, mission conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, exprime sa préoccupation. Le général Béhanzin, commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, au micro de Lamissa Sangaré.
La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Parmi ces actions considérées comme prioritaires, la CEDEAO cite notamment la préparation de la liste électorale et le choix du ou des organes devant conduire ces élections. La mission demande aussi aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période de transition pour garantir la réussite du processus. Magali Lagrange, le Mali et cette date, aujourd'hui 8 septembre, qui marque les 5 mois de l'enlèvement de notre confrère Olivier Dubois à Gao, dans le nord du pays. Le dernier message de ce journaliste indépendant a été diffusé 1 mois après sa disparition. Il y explique dans une vidéo être aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad Agrali, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Toute la journée, Radio France Internationale diffuse des messages de soutien de ses proches en espérant qu'Olivier Dubois peut nous entendre. André-Georges Dubois est le père du journaliste. Salut Olivier. Une fois encore, c'est à distance que j'ai l'occasion d'avoir une conversation avec toi. J'espère que tout se passe le mieux possible. Pourquoi? Nous sommes en attente de ta libération. Nous te faisons des gros bisous. Nous pensons très fort à toi. Et nous attendons ton retour le plus rapidement que possible. Je t'envoie de gros bisous et toute la famille t'embrasse. Ton père. André-Georges Dubois, le père d'Olivier Dubois, des propos recueillis par David Bachet. Une altercation entre des militaires de République démocratique du Congo et leurs homologues burundais. Elle laisse 2 victimes côté FARDC selon plusieurs sources congolaises. Les faits se sont déroulés sur le lac Tanganyika dans la nuit de lundi à mardi. Le porte-parole de l'armée congolaise parle d'un incident dû à l'obscurité et à un manque de communication. Les soldats congolais auraient été confondus avec des bandits par les soldats burundais. Pour l'instant, le communiqué de Gitega explique simplement que l'armée burundaise s'en est pris à des brigands. L'Est du Congo toujours, l'armée affirme avoir tué plus de 40 miliciens de la Codeco dans des combats qui durent depuis lundi en Ituri, cette province en état de siège, dans la région minière de Kobu. Au Sénégal, une défection au sein de la toute nouvelle coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, Libérer le peuple en Wolof, elle qui avait été lancée officiellement la semaine dernière avec une vingtaine de formations. Bougane Gueye Dany, patron de presse et meneur du mouvement Game Sabop, a annoncé hier soir son retrait de l'alliance. Il dénonce un manque de concertation préalable sur le choix du logo et des couleurs de la coalition qui ont été dévoilées jeudi dernier lors d'une cérémonie à Dakar. La nouvelle alliance formée autour d'Ousmane Sonko et de Khalifa Sall entend faire front contre la gouvernance du président Macky Sall, je citais, en ligne de mire les élections locales de janvier prochain. Ce mercredi aussi, jour de plusieurs scrutins au Maroc, élections législatives, communales et régionales. Les bureaux de vote ont ouvert tout à l'heure. La population est appelée notamment à renouveler sa chambre des représentants. Le futur chef du gouvernement sera issu du parti qui sortira majoritaire de cette élection. Cela fait 10 ans que la formation islamiste du PJD est au pouvoir. La campagne a peu mobilisé dans le royaume, notamment à cause des rassemblements interdits par la crise sanitaire. Les autorités demandent aux patrons de faire preuve de souplesse pour que leurs employés puissent aller voter. En Gambie, les défenseurs des droits de l'homme craignent que la justice post-Yahya Jammeh ne soit enterrée avant même de voir le jour. Le parti de l'actuel président Barrow se rapproche de celui de l'ex-président, pour l'instant en exil. Alors que la présidentielle se tient au mois de décembre, la formation de Yahya Jammeh met dans la balance son retour au pays pour soutenir le chef de l'État sortant. Elle demande aussi que ne soit tenu aucun compte des résultats de l'enquête d'une commission vérité qui pourtant touche au but. Christina Okello, elle doit remettre ses conclusions à la fin du mois. Le secrétaire général de la PRC, le parti de Yahya Jammeh, se félicite de l'alliance avec le NPP. En cas de réélection du président Adama Barrow, la PRC demande que les conclusions de la commission vérité et réconciliation soient jetées à la poubelle. La société civile est vent debout. Elle attend avec impatience les conclusions de cette commission d'enquête pour déclencher la machine judiciaire contre l'ex-chef de l'État. Sans nier les inquiétudes, Sidi Ndiaye, le porte-parole adjoint du parti au pouvoir, le NPP, a défendu l'alliance avec le parti de Yahya Jammeh.
motivé selon lui par le désir de la réconciliation nationale. Mais le rapport attendu de la commission d'enquête n'aura aucune validité, dit-il, parce que son auteur est un candidat de l'opposition. Beaucoup de Gambiens sont inquiets de la candidature du procureur Essa Fall aux élections du 4 décembre. Cette candidature met en cause les travaux de la commission, donc ce serait incompréhensible pour quiconque de suggérer que le procureur rende des conclusions censées réconcilier le peuple gambien alors qu'il est un opposant au président. Donc une majorité de Gambiens ont conclu que le rapport d'Essa Fall sera biaisé et politisé. Le procureur de la commission doit livrer son rapport le 30 septembre. Cela lui laissera ensuite 2 mois pour faire campagne avant le scrutin du 4 décembre. Christina Okello. Et puis la justice, toujours en Afrique du Sud cette fois, où le procès du dernier suspect dans la mort d'Ahmed Timol n'aura pas lieu. Et pour cause, Joao Rodrigues, ancien policier sud-africain de 82 ans, est mort hier des suites d'une longue maladie. Ahmed Timol, enseignant, militant, communiste, anti-apartheid, est décédé en 1971. Il aura fallu près de 50 ans pour que la thèse officielle d'un suicide soit battue en brèche. Mais sa famille n'aura jamais droit à la vérité judiciaire. Claire Bargelès, la mort du dernier suspect relance aussi le débat sur l'extrême lenteur de la justice sud-africaine. La justice a reconnu en 2017 qu'Ahmed Timol, militant anti-apartheid de 29 ans, n'a jamais sauté du 10e étage du commissariat de Johannesburg en 1971, comme le présentait la version officielle, mais a bien été poussé. Et dans ses conclusions, le juge Billy Motley préconisait des poursuites à l'égard de Joao Rodrigues, le dernier policier à avoir vu le jeune homme en vie dans sa cellule. Mais les démarches se sont éternisées suite à différentes procédures d'appel et Joao Rodrigues n'aura finalement jamais été jugé avant sa mort. Pour le neveu d'Ahmed Timol, le décès de cet ancien policier amène beaucoup d'amertume et de colère face à l'incapacité du parquet sud-africain depuis 50 ans à traiter cette affaire de façon efficace. D'autres familles de victimes de l'apartheid attendent toujours que leur dossier soit jugé, comme la commission Vérité et Réconciliation l'avait pourtant recommandé dans son rapport, mais de nombreux blocages, notamment politiques, auront ralenti les procédures. Le parquet sud-africain a toutefois promis en juin dernier d'accélérer le traitement de dossiers similaires grâce à la mise en place d'une unité spéciale. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI. RFI. À Johannesburg et à Paris, il est tout juste 9h42.